Jomo Kenyatta. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur la mémoire de ces dignes fils d'Afrique. Kamo Wajanji, baptisé John Peter Kamo avant d'être appelé Johnstone Kamo et d'être connu à partir de 1938 sous le nom de Jomo Kenyatta, né le 20 octobre 1894 dans une famille Kikuyu dans le village de Janda à Gatuntu, homme d'État dans la colonie britannique d'Afrique orientale, le Kenya. Après la mort de ses parents, il est élevé par son oncle et son grand-père, et éduqué par les missionnaires chrétiens de l'Église d'Écosse qui le convertissent au christianisme en 1914 et le baptisent John Peter Kamo, nom qu'il modifiera plus tard en Johnstone Kamo. Il s'installe alors à Nairobi puis travaille comme clerc à Narok durant la Première Guerre mondiale. En 1920, il épouse Grace Wahau et travaille pour le service des eaux de la ville de Nairobi. En 1924, Johnstone Kamo commence une carrière politique en rejoignant l'Association centrale des Kikuyu, KCA, puis en 1928 commence une carrière d'éditorialiste au quotidien Muiguitania. En 1929, le KCA l'envoie à Londres pour défendre les intérêts fonciers des Kikuyu. Il est reçu par l'Union des étudiants d'Afrique de l'Ouest, association inspirée par Marcus Garvey, qui lui offre l'hospitalité. Il est accompagné par Richard Dass, militant anticolonialiste d'origine indienne, qui le met en contact avec la Ligue contre l'impérialisme et le Parti communiste de Grande-Bretagne. Ses articles sur les révoltes noires sont publiés par la revue communiste Sunday Worker. En 1932 et 1933, aidé financièrement par George Padmore, un riche militant communiste et panafricain de Trinidad, il quitte la Grande-Bretagne pour s'installer à Moscou où il étudie l'économie à l'école du Comintern. Quand Padmore est exclu de l'internationale communiste pour tendance à l'unité de race contre l'unité de classe, et quitte l'URSS, Kenyatta choisit d'interrompre ses études et de revenir à Londres. Il marque dès lors ses distances avec le mouvement communiste, dont il semble ne s'être rapproché qu'en raison d'un rejet commun du colonialisme, principalement en raison de l'attitude hostile de Padmore et des camarades communistes de ce dernier envers certaines pratiques tribales. Une campagne contre l'excision des filles dans les colonies avait été initiée au début des années 1930. En 1934, il poursuit ses études à l'Université de Londres et étudie l'anthropologie sociale à la London School of Economics. Il continue durant toute cette période de défendre les intérêts fonciers des Kikuyu. Il publie sa thèse en 1938 intitulée Au pied du mont Kenya sous son nouveau pseudonyme, Jomo Kenyatta. Durant la Seconde Guerre mondiale, il travaille dans une ferme du Sussex pour éviter la conscription et l'enrôlement dans l'armée britannique. Il épouse en secondes noces une Britannique qui lui donne un fils, Peter Magana en 1943. En 1946, il quitte son épouse et revient au Kenya où il devient le secrétaire général de la Kenya African National Union qui militait pour l'indépendance du Kenya. Le mouvement indépendantiste est alors secoué par des aspirations contradictoires, entre propriétaires terriens kenyans qui revendiquaient le droit d'acheter des terres, paysans pauvres qui luttaient pour une réforme agraire et travailleurs urbains qui s'organisaient dans les premiers syndicats africains. Considéré par les Kenyans comme leur ambassadeur à l'étranger, Kenyatta avait de plus l'avantage, en raison de son exil à Londres, de ne pas avoir eu à se positionner en faveur des propriétaires ou des pauvres et apparaissait de fait comme une figure consensuelle. En 1952, l'administration coloniale instaure l'état d'urgence et il est incarcéré avec son collègue Daniel Arap Moi, tous deux accusés, faussement, de soutenir la révolte des Momo. En prison, Kenyatta promet à Moi que s'il devenait un jour président, Moi serait son successeur. Ils sont libérés en 1961, alors que l'indépendance du Kenya se profilait, car les autorités britanniques espéraient s'appuyer sur des personnalités modérées afin de préserver leur influence sur leurs anciennes colonies.
Peter Anyang'Nyong'o NGO explique que, quand, en 1954, le gouvernement colonial et le colonna européen reconnurent qu'il fallait mettre fin à l'apartheid au Kenya pour parvenir à un règlement politique de la crise, il était clair que, parmi les Africains, il y avait suffisamment de partisans d'une alliance de classe avec les colons, prêts à partager le pouvoir politique contre les Momo et les autres nationalistes extrémistes. Kenyatta est élu Premier ministre du Kenya le 1er juin 1963 dont il proclame l'indépendance le 12 décembre suivant. Un an plus tard, le 12 décembre 1964, il devient le premier président de la République et le demeure jusqu'à sa mort en 1978. Dès décembre 1963, des accords militaires signés avec Londres octroient aux Britanniques le droit d'utiliser le Kenya comme base militaire pour d'éventuelles opérations dans la région. Il met aussitôt fin aux espoirs des indépendantistes radicaux de redistribution des terres. Les terres sont rachetées aux colons qui veulent partir et revendues aux Kenyans qui en ont les moyens, les capitaux britanniques sont épargnés et les investissements étrangers encouragés. Le choix d'une économie de marché renforce une classe de capitalistes locaux au détriment des anciens rebelles, au sujet desquels Kenyatta déclare « Nous ne laisserons pas des gangsters diriger le Kenya, les Momo étaient une maladie qui a été éradiquée et qu'il nous faut oublier à jamais ». Témoin de cette orientation, le journal conservateur britannique The Economist lui consacre en 1965 un article élogieux intitulé « Notre homme au Kenya ». Jomo Kenyatta est mort le 22 août 1978 à plus de 80 ans. Ses contemporains et pairs ont commenté le décès du « bien-aimé père de la nation Kenya National Archive », KNA, programme officiel, en saluant sa figure. Pour Kenneth Kaunda, président de la Zambie, il fut l'un des plus grands leaders, un homme et un héros de la lutte de libération africaine KNA, de Financial Times, 24 août 1978. Le commentaire du président de la Tanzanie voisine, Julius Nyerere, est de la même eau. Sans son travail et son leadership, notre lutte pour la liberté aurait été plus longue, plus dure et plus amère. Il était une source d'inspiration pour des millions d'Africains qui ne l'avaient jamais vu, et renouvelait la force de tous les amants de la liberté qui avaient le privilège de le rencontrer. C'est lors de la lutte pour l'indépendance, de 1952, date de la déclaration de l'état d'urgence, à l'indépendance le 12 décembre 1963, que s'est façonné le mythe Kenyatta si vivement remémoré par ses autres, pères de la nation. Sur le plan politique, Kenyatta instaure un régime à parti unique fondé sur la doctrine Harambee, agir ensemble, en Swahili. Le président pratique une politique autoritaire et clientéliste pour assurer l'unité nationale. À sa mort, il laisse un pays en paix mais au futur incertain en raison des rivalités ethniques et des inégalités.